Bonjour, les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour pour mieux les connaître. Chaque mois sur Télé Grenoble, nous feuilletons ensemble Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 85, une édition un peu particulière à l'occasion des fêtes de fin d'année et des congés d'hiver. Les réveillons et les vacances vont pousser beaucoup d'entre nous d'abord sur les routes et ensuite en montagne. Pour que cette période reste précisément à la fête, il convient d'être prudent et d'avoir les bons comportements. Éviter les accidents en adoptant les bons comportements, tel pourrait être le thème de cette émission spéciale à l'occasion des congés de fin d'année. La période est propice aux retrouvailles autour de bons repas et de sorties mémorables. Mais attention pour éviter qu'elle ne se transforme en cauchemar. La prudence est de mise, que ce soit sur les routes ou lors de vos escapades en montagne. Deux invités pour en parler. Le chef d'escadron Patrick Poirot, le commandant du PGHM de l'Isère, bonjour. Le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne et le chef d'escadron Hervé Rousier, commandant de l'EDSR de l'Isère. Bonjour. Bonjour. L'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler ensemble de sécurité, de prévention des accidents. Au poste que vous occupez, bien sûr, vous êtes bien placé pour nous dire que ce sont les comportements qui sont, dans la plupart des cas, à l'origine des accidents. Il est essentiel d'adapter son attitude à la situation que l'on vit, que ce soit au volant ou sur les skis. Alors avant de passer en revue quelques-unes de ces situations qui peuvent devenir critiques, arrêtons-nous sur quelques chiffres d'abord. Bon, on va peut-être rappeler juste que c'est le PGHM, le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, une trentaine d'hommes, c'est ça ? C'est ça, une trentaine de personnels avec deux équipes cynophiles qui ont vocation à intervenir essentiellement sur la partie sud de l'Isère, donc, qui est la partie montagneuse du département, dont évidemment les principales stations iséroises. Un peloton qui est basé au Versou et qui se partage l'activité secours en montagne. Oui, c'est ça, avec un dispositif d'abord qui va être modifié dans quelques jours, à l'approche des vacances, puisque c'est une permanence qui va être doublée, donc à la fois présente au Versou, mais également avec la mise en place d'un hélicoptère de sécurité civile à l'Alpe d'Huez, au pied même de la station d'Huez, avec des équipes de secours qui sont également présentes là-bas. Et puis, vous l'avez dit, donc une alternance du travail qui se répartit entre le PGHM et la CRS Alpes. Une semaine sur deux. Le DSR comprend les brigades motorisées, les pelotons autoroutiers. Alors oui, nous on est à l'effectif de 170, donc ça comprend 6 pelotons motorisés, donc pour la plupart ex-pelotons autoroutiers, qui sont passés pelotons motorisés, et 2 brigades motorisées, donc réparties sur tout le territoire de l'Isère, notamment pour couvrir les 6 autoroutes qui serpentent dans le département. Donc action en zone gendarmerie, comme on a l'habitude de le dire. En zone gendarmerie. On va parler de sécurité et de prévention des accidents. Quelques chiffres d'abord. Commandant Rousier, sur les routes, l'année 2019 n'a pas été excellente en Isère. Non, effectivement, l'accidentalité en zone gendarmerie est à l'image de l'accidentalité du département. Elle est vraiment pas bonne. On note toutefois qu'on a une légère baisse des accidents. En revanche, on a une augmentation du nombre de morts de l'ordre de 25%. 25% de plus en zone gendarmerie cette année par rapport à 2018. Sur l'ensemble du département, en zone police confondue, c'est près de 36% de plus. Donc des accidents moins nombreux, mais plus graves. C'est ça. Donc avec des accidents, notamment cet été, dans lesquels malheureusement on a eu à déplorer plusieurs victimes, 2, 3, voire 4 victimes, du coup qui sont la cause ou aggravées par la vitesse et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les comportements. Alors on va y revenir précisément à ces différents comportements accidentogènes, comme on dit dans un langage un peu technique. Parmi les victimes les plus touchées, quand même, ressortent des statistiques, les motards. Alors les motards, effectivement, donc, pour une période bien déterminée, puisque le département de l'Isère est assez particulier, on n'y circule pas à 2 roues toute l'année, principalement donc la période estivale un peu étendue, c'est-à-dire du mois de mai au mois d'octobre. Du mois de mai au mois d'octobre, le nombre de morts à 2 roues représentait 35% des victimes, ce qui est quand même assez important. Oui, parce qu'ils sont un nombre d'utilisateurs évidemment plus limité, donc voilà, par rapport à... Vraiment très limité, oui. Les comportements, du coup, qui sont les plus en cause, vous commenciez à les évoquer.
Prioritairement, c'est la vitesse qui est en cause, qui est soit cause directe de l'accident, soit globalement facteur aggravant de l'accident. Systématiquement, c'est un facteur aggravant. Cause directe dans une bonne partie des accidents. Cause directe, à savoir qu'avec une vitesse un peu plus maîtrisée, on aurait évité l'accident. Cause aggravante, c'est que l'accident, la cause principale n'est pas la vitesse, mais les conséquences corporelles ont été aggravées par la vitesse. Bon, deuxième type de comportement à risque, évidemment, les pratiques addictives. Voilà, conduite addictive, conduite sous l'empire de l'alcool, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants font un bond assez important dans l'accidentalité. Donc ça devient notre combat, un des combats prioritaires, puisque je rappelle, pour l'alcool, on a des taux légaux. Pour le stupéfiant, il est bon de rappeler qu'il n'y a pas de taux et qu'en France, la consommation de stupéfiants étant interdite de surcroît, elle l'est au volant également. Et que maintenant, les techniques de dépistage sont au point. Oui, les techniques de dépistage sont au point avec des dépistages salivaires qui entraînent un prélèvement salivaire. Alors, il y a quelques mois, quelques années, c'était des prélèvements sanguins. Là, on gagne du temps maintenant puisque c'est un prélèvement salivaire. On reviendra effectivement sur les conseils quand on évoquera ces conduites à risque. Commandant Poirot, deux mots également sur l'accidentologie. Alors en montagne, il y a ce qui se passe sur les pistes, les accidents qui ont lieu sur les pistes, sur les domaines balisés, et puis ceux qui ont lieu en hors-piste. En hors-piste, mais en hors-piste, des domaines skiables. La distinction mérite d'être faite. Dès lors qu'on quitte une piste balisée, donc sécurisée, on bascule dans le domaine du hors-piste, et pour autant, on est dans le domaine de la station. Et parfois, les usagers ont un petit peu du mal à faire la distinction, à faire la part des choses. Mais très concrètement, si l'on passe sous un filet, si l'on franchit une corde, alors que la piste est physiquement fermée, on doit savoir qu'on bascule dans le domaine hors-piste. Et dès qu'on est dans le domaine hors-piste, donc par définition non sécurisé, il y a potentiellement des risques. Si le service des pistes n'ouvre pas une piste, c'est qu'il y a des raisons. Donc respecter les balisages. Tout à fait. En termes de nombre de décès, une année habituelle, c'est une quarantaine de décès sous des avalanches en France. En France, c'est exact, oui, tout à fait. Donc c'était en tout cas 37 décès l'année passée. 37 décès sur la saison 2017-2018 et seulement 13 décès sur la saison 2018-2019, donc une baisse très significative. Mais si l'on regarde les chiffres dans le détail, on se rend compte que le nombre d'événements d'avalanche qui ont été identifiés, qui ont été remontés vers les bases nationales et notamment vers l'Association nationale de l'étude de la neige et des avalanches, on se rend compte que le nombre d'événements, lui, est assez conséquent puisqu'il est toujours de l'ordre de 60 à 80 événements. Néanmoins, le nombre de victimes, lui, est moins important. Quelle conclusion vous en tirez ? Autant d'avalanches et moins de décès. Alors, une capacité probablement des skieurs, des pratiquants, à faire davantage d'autosauvetage, donc à venir rapidement en aide à son camarade qui a été emporté et enseveli sous une avalanche. Donc ça, c'est quand même des messages de prévention aujourd'hui qui fonctionnent. C'est de la formation aujourd'hui dont on voit directement les effets. Les gens, dans un groupe, d'abord sont en capacité à prendre sur le terrain. Les accidents ne se produiraient pas si toutes les précautions étaient prises. Néanmoins, il y a un certain nombre de précautions qui sont prises pour que ce ne soit pas l'ensemble du groupe qui soit emporté par l'avalanche. Et aujourd'hui, lorsque dans un groupe, un membre est emporté, on peut compter, on doit compter sur l'efficacité des membres du groupe pour rapidement extraire la victime et lui sauver la vie en principe. Autre élément qui est intéressant dans les statistiques, 80 à 90% des victimes déclenchent elles-mêmes l'avalanche qui les emporte. Oui, rares sont les cas. Alors on a eu un cas qui a été relayé par les médias ce week-end, de cette avalanche qui s'est produite, je crois, sur Vars, qui aurait été déclenchée, je parle évidemment au conditionnel, qui aurait été déclenchée par des skieurs se trouvant en amont. Mais c'est vrai que c'est assez rare, majoritairement, les pratiquants déclenchent eux-mêmes l'avalanche qui les emporte. Parce qu'en fait, c'est le passage du skieur sur la zone fragile, la zone d'avalanche, la plaque avant, il s'agit souvent de ça, qui est de nature à déclencher le phénomène. Alors là, on parlait donc des secteurs hors domaine balisé. Sur les pistes, l'accidentologie la plus importante, ce sont les collisions sur les pistes ? Alors non, les collisions sont une partie des accidents, et notamment des accidents graves, mettant en cause plusieurs personnes. Et parfois une personne et des obstacles, parce qu'il n'y a pas que des collisions entre skieurs, il y a aussi des collisions contre des obstacles fixes, contre des barrières, contre
contre des infrastructures, des arbres. Voilà. De toute évidence, sur les pistes, si les gens maîtrisaient leur vitesse, on aurait moins d'accidents. Là aussi. Maîtrise de la vitesse. C'est un peu comme sur les routes. Beaucoup d'accidents ont lieu parce que les gens ne maîtrisent pas suffisamment leur vitesse et viennent entrer en collision avec des obstacles, tomber tout simplement et se blesser. 145 000 blessés sur les pistes en 2018, selon l'Association française des médecins de montagne. Alors, messieurs, je vous propose maintenant de lister quelques-unes des situations à risque et de donner quelques conseils très, très pratiques sur les routes et en montagne. Période propice aux fêtes en famille et au bon repas, je le disais. Les réveillons sont souvent arrosés avec une règle, celui qui boit ne prend pas le volant. Voyez ce petit clip de la prévention routière. Si vous réveillonnez, que vous sortez, que vous buvez, pensez aussi à bien rentrer. Toutes nos solutions sur bienrentrer.fr. Commandant Rousier, on ne prend pas le volant après avoir bu, même après avoir bu un petit peu. Oui, ça semble évident. C'est bien de le rappeler parce que chaque année, donc, la gendarmerie organise des contrôles parce qu'on sait très bien que pas tout le monde va respecter. Et chaque année, on relève un nombre d'infractions qui nous paraît toujours autant surprenant, ce qui veut dire que les gens ne comprennent toujours pas. Alors on rappelle la règle, les chiffres c'est quoi ? La règle, c'est simple. Alors, les chiffres je ne parle pas du stupéfiant, parce que là, on a dit que c'était... On parle bien de l'alcool. L'alcool, donc, la règle, c'est 0,25. 0,25, je ne peux pas vous quantifier en termes de verre. Je pense qu'après un verre, on y arrive très vite. L'idéal, c'est... alors, on ne va pas faire une règle très stricte, et je ne m'avancerai pas dans le domaine, puisque ça dépend beaucoup de la personne. Hein. Mais je pense que raisonnablement, celui qui conduit après un verre en début de soirée, il faut qu'il arrête et qu'il se concentre sur sa conduite. Le clip de la prévention est bien fait. Effectivement, il y a quelques années, on n'avait pas développé tous ces systèmes pour pouvoir... alternatives pour pouvoir rentrer suite à un réveillon. Là, je pense que maintenant, on a quand même suffisamment d'alternatives pour ne pas conduire quand on abuse, ce qui semble évident. Mais encore une fois, au vu du nombre d'infractions que nous relevons chaque année, les gens ne comprennent toujours pas. Eh bien, on répète le message. Bon, l'alcool, ça fait quoi ? Ça réduit les réflexes, ça entraîne des endormissements, hein, c'est ça. Tout le monde l'a constaté. Une fois qu'on a... des fois, même un seul verre, on se rend compte qu'on n'a pas nos capacités. Du moment qu'on a la tête qui tourne, on n'a pas nos capacités pour conduire sereinement. Les stupéfiants et les médicaments, vous les évoquiez, là aussi, c'est l'anéantissement des réflexes. Hein. Ah oui, alors deux catégories à part, les stupéfiants, cannabis, cocaïne et j'en passe. Donc bien évidemment, strictement interdit à la consommation en France, avec des conséquences sur les réflexes, le comportement, et l'analyse des situations bien différents, mais dans tous les cas qui altèrent nos capacités soit à avoir de bons réflexes, soit à analyser une situation, donc à proscrire. Les médicaments, alors là on est sur une partie assez légale, mais chacun sait que sur les boîtes de médicaments, on a des conseils, et je ne peux que conseiller de les respecter. C'est-à-dire quand on a le petit triangle avec la petite voiture mettant en vigilance et de ne pas conduire, eh ben on ne le fait pas parce qu'on met sa propre vie, mais également la vie des autres en danger. En montagne, conseil en dehors des domaines balisés, alors là c'est pour faire du ski de randonnée, pour faire du freeride, on le répétera jamais assez, le matériel de base est indispensable. Alors on va faire le fond de sac. Oui. Le matériel de base, on le répète, c'est d'abord le détecteur de victimes d'avalanche en état de fonctionnement. On s'est assuré qu'il fonctionne, qu'il des piles ont été changées, qu'elles sont neuves. C'est ensuite évidemment une pelle, une sonde, mais c'est aussi et surtout parce qu'aujourd'hui, on constate que chez les pratiquants de la randonnée, notamment en montagne, peut-être un petit peu moins chez les freeriders, globalement, cet équipement est respecté. Ce qui n'est pas encore, ce sur quoi on doit travailler maintenant, c'est sur la préparation des sorties. Tout le travail qui est fait en amont, en termes de choix d'itinéraire, d'évaluation des risques via le bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Ça y est, depuis quelques jours, Météo France produit à nouveau quotidiennement, 2 fois par jour, des bulletins d'estimation de risque actualisés qui ont
une fiabilité dont on doit tenir compte. C'est évidemment prendre en compte la nature du groupe, avec qui je sors. Est-ce que je sors avec des débutants? Est-ce que je sors avec des gens qui ont déjà une certaine habitude? Quelles capacités ont-ils? Comment réagiront-ils? Sont-ils capables de me sauver si je suis pris dans une avalanche? Donc il y a le travail qui est fait en amont. Il y a ensuite la capacité des gens à évaluer, lorsqu'ils sont sur le terrain, quelle est la nature des risques auxquels ils se confrontent. En particulier le manteau neigeux. En particulier le manteau neigeux. Mais il y a le manteau neigeux, mais il y a tout simplement la nature du terrain sur lequel on évolue. On sait aujourd'hui que la majorité des avalanches, elles se déclenchent dans des pentes qui sont supérieures à 30%. Si je fais une randonnée avec mes copains dans des pentes qui sont inférieures à 30%, grosso modo, je sais que je n'ai pas de risque. Sauf le risque peut-être de voir arriver une avalanche de beaucoup plus haut. Pour le coup, j'aurais beaucoup de mal à celle-là à la calculer, quoi. En revanche, si je m'aventure dans des pentes qui sont supérieures à 30 degrés, qu'a fortiori le BRA mentionnait un risque d'avalanche dans ces endroits-là, je commence à m'exposer. Donc, je prends des précautions particulières. Quelles sont-elles? Renoncer. Si j'ai un doute que je ne le sens pas, je renonce, je fais demi-tour ou je trouve un itinéraire de délestage qui évitera ces pentes à risque. Deuxième chose, je dois traverser ces pentes où je me dis que je n'ai pas d'autre choix parce que j'avais prévu de redescendre par un autre endroit ou parce que l'objectif, c'est l'objectif. C'est pas très, ça manque probablement un petit peu de sérieux, un petit peu de recul, ce que je vous dis là, mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est que parfois, on force, les pratiquants forcent un petit peu le passage. Mais si je force le passage, je prends des précautions élémentaires. Quelles sont-elles? Je mets de la distance dans le groupe. Je pars seul. Il y a une première personne qui part seule, qui fait la trace en utilisant évidemment les secteurs, en empruntant le secteur le moins exposé. Et derrière, de manière décalée, ensuite les autres suivent. Voilà. Et je reste très vigilant, je reste à vue des gens qui progressent et je suis en capacité d'agir rapidement si un phénomène se produit. Alors, en ski de randonnée, vous le disiez, la préparation des itinéraires est essentielle dans la réduction des risques et des applications voient le jour pour aider les pratiquants. C'est le cas de Yeti et de Ski Touring Guru qui améliorent la gestion du risque d'avalanche. Écoutez. Je voulais aider la communauté des randonneurs à ski de choisir des routes avec un bas risque d'avalanche. L'avantage est que je ne perds pas de temps avec des itinéraires qui ne peuvent pas marcher. Je planifie des candidats qui ont un bon futur. Tout le projet est dédié à la prévention d'accidents. Il s'agit de ça et de rien d'autre. Il y a un boom du ski de randonnée actuellement, c'est de plus en plus de gens s'adonnent à cette pratique-là. Cette population-là a besoin d'outils pour se former, pour améliorer sa pratique, pour apprendre à préparer ses courses. Alors bien entendu, ça peut aller en complément d'une pratique avec des professionnels, d'une pratique dans les fédérations sportives, la FFCAM, la FFME, mais ça va permettre aux gens de comprendre le milieu dans lequel ils évoluent et de sortir avec des conditions de risque raisonnables. Voilà, des applications qui permettent de bien appréhender notamment la nivologie, les risques topographiques, vous le disiez. Un mot, mon commandant, sur les domaines balisés, quelques conseils pour éviter les accidents sur les pistes. D'abord, je reste sur les pistes. Et être sur une piste balisée sécurisée, c'est ne pas franchir, je le redis, ne pas franchir un secteur physiquement fermé qui, par définition, n'est pas sécurisé. Et c'est d'autant plus important lorsque lorsque le secteur est exposé au risque d'avalanche. On l'a vu une fois de plus le week-end dernier. Une fois que je suis sur les pistes, d'abord en amont, autant que faire se peut, je me suis préparé un petit peu à la saison. J'ai fait un petit peu d'activité physique, j'ai fait un peu de renforcement musculaire, j'ai fait un petit peu de gainage. Je me suis assuré que mon matériel était en bon état, que les fixations étaient bien réglées, que mon matériel était adapté. Et une fois que je suis sur les pistes, je ne m'emballe pas. C'est comme en montagne, je garde raison, c'est-à-dire que je ne surestime pas mes capacités. Je skie à une juste vitesse par rapport à la qualité de la neige, par rapport à la nature de la piste, difficulté de la piste sur laquelle je suis. Parce qu'une fois de plus, c'est comme sur la route, si je ne maîtrise pas ma trajectoire, si je ne maîtrise pas ma vitesse, je me mets en danger moi-même, mais on a évoqué tout à l'heure les collisions, je mets aussi en danger les autres usagers. Les pistes nécessitent un véritable partage de l'espace
Sinon, évidemment, on va vers des conflits entre les usagers. Un mot sur le casque, il est quasiment maintenant partout présent. Hein. C'est extraordinaire. Alors là, pareil, la prévention, les messages qu'on diffuse depuis maintenant une quinzaine d'années sur le port du casque ont fonctionné et fonctionnent. C'est quasiment 100% des enfants. C'est d'ailleurs, je crois maintenant, l'école du ski français, pour ne pas la citer, ne reçoit pas en cours un enfant qui n'est pas casqué. C'est presque 100% chez les enfants, c'est je crois 80% chez les adultes. Aujourd'hui, voilà, le casque fait partie de l'équipement. On peut à la fois être esthétique et tout en étant protégé, donc ça fonctionne bien. Avoir un bon équipement sur les pistes, c'est essentiel, comme sur les routes d'ailleurs. Alors que la neige arrive, l'important c'est d'avoir une voiture en bon état et qu'on connaît. Oui, une voiture en bon état avec des pneumatiques en bon état, des pneumatiques qui correspondent aux conditions. Donc je rappelle, à minima, alors bien évidemment, les pneus neige ne sont pas une obligation en France. Ça risque de le devenir dans quelques années, mais ce n'est pas une obligation. En revanche, quand on sait qu'on va au sport d'hiver ou quand on passe par une route enneigée, donc bien évidemment, l'idéal, c'est de s'équiper à minima de pneus neige. Et puis, l'équipement au-dessus, c'est-à-dire les chaînes ou les chaussettes, au choix, là qui pour le coup sera quasiment obligatoire sur une route enneigée. Il faut les avoir et il faut savoir s'en servir, c'est comme le DVA. Hein. Ah oui, il faut savoir s'en servir, il faut s'être à minima entraîné, et là je pense notamment aux touristes qui vont venir dans les stations de l'Isère, peut-être pas attendre d'être sous la neige en plein milieu de la route pour s'entraîner dans le garage, pour découvrir les chaînes et essayer de les installer correctement. Donc effectivement, l'idéal, c'est au moins d'avoir essayé de les mettre chez soi, dans son garage. Dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions, pour pouvoir, une fois, le cas échéant, les mettre quand on en aura besoin et pas bloquer toute la circulation. Patrick Poirot, Hervé Rousier, merci beaucoup. Bonne fin d'année à vous. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite en 2020 sur Télé Grenoble. Ce sera pour le 86e numéro de Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service.